L'histoire officielle de la Grande Pyramide de Gizeh repose sur une affirmation centrale. Cette structure colossale aurait été construite sous le règne du pharaon Khéops, quatrième souverain de la quatrième dynastie égyptienne, aux alentours de 1560 avant notre ère. Les archéologues traditionnels s'accordent à dire que des dizaines de milliers d'ouvriers, organisés en équipes rotatives, ont extrait, transporté et assemblé plus de 2 millions de blocs de pierre sur une période d'environ 20 ans. Cette explication, solidement ancrée dans l'égyptologie académique, est présentée comme un consensus scientifique. Pourtant, plusieurs questions demeurent sans réponse satisfaisante. Les preuves directes reliant Khéops à la construction de la pyramide sont remarquablement rares. Les mécanismes précis de construction restent débattus, et certaines caractéristiques architecturales de la structure défient encore les explications conventionnelles. L'enquête sur l'identité véritable de Khéops, sur sa relation réelle avec la Grande Pyramide et sur les conditions historiques de sa construction révèle une image bien plus complexe que celle transmise par les manuels d'histoire. Le nom Khéops est une hellénisation du nom égyptien ancien Khnum Khufu, qui signifie littéralement Khnum me protège. Khnum était un dieu créateur associé à la formation de l'être humain, modelé sur un tour de potier divin. Ce choix de nom royal n'est pas anodin. Il inscrit le pharaon dans une relation directe avec une divinité liée à la création physique, ce qui prend une résonance particulière lorsqu'on considère que ce même souverain est crédité de la construction de la plus grande structure en pierre jamais érigée par des mains humaines. Khéops était le fils de Snéfrou, fondateur de la quatrième dynastie, et de la reine Hétéphérès Ier. Snéfrou est lui-même une figure monumentale de l'histoire égyptienne. Il est à ce jour le pharaon ayant construit le plus grand volume de maçonnerie pyramidale, avec 3 pyramides à son actif, la pyramide de Meidoum, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge de Dachour. Khéops héritait donc d'une tradition architecturale déjà en pleine expansion, d'un État administrativement structuré et d'une main-d'œuvre expérimentée dans les grandes constructions en pierre calcaire. Les sources primaires concernant Khéops lui-même sont d'une rareté troublante. Pour un souverain qui aurait commandé l'une des réalisations les plus ambitieuses de toute l'histoire humaine, les documents écrits le concernant directement sont extrêmement peu nombreux. Les listes royales égyptiennes, notamment la liste royale d'Abydos et le canon royal de Turin, mentionnent son règne, mais sans détails biographiques substantiels. Ces documents, rédigés des siècles après son règne, servent essentiellement à établir une succession dynastique, non à décrire les actes individuels des souverains. La durée exacte de son règne est elle-même sujette à débat. Certaines sources anciennes lui attribuent un règne de 23 ans, d'autres de 63 ans. Manéthon, prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère, dont l'œuvre ne nous est connue qu'à travers des citations fragmentaires chez des auteurs ultérieurs, mentionne un règne de 63 ans pour Khéops. La plupart des égyptologues contemporains s'accordent sur une fourchette d'environ 23 à 27 ans, ce qui suffirait théoriquement à expliquer la durée de construction de la Grande Pyramide, mais cette estimation repose elle-même sur des fondements documentaires fragiles. Ce qui est établi avec certitude, c'est que Khéops régnait depuis Memphis, la capitale administrative de l'Égypte ancienne à cette période. La cour royale était un centre de décision bureaucratique complexe avec des vizirs, des scribes, des inspecteurs et des responsables régionaux qui coordonnaient les ressources du pays. Cette infrastructure administrative est un élément souvent sous-estimé dans l'analyse de la construction pyramidale. La capacité organisationnelle de l'État égyptien à mobiliser des ressources humaines et matérielles à grande échelle est une condition préalable aussi importante que les techniques de construction elles-mêmes. La famille de Khéops est relativement mieux documentée que ses propres actes. Il aurait eu plusieurs épouses et un nombre important d'enfants. Parmi ses fils, Djedefré lui succéda directement, construisant sa propre pyramide à Abu Rawash, au nord de Gizeh. Khéphren, un autre fils, construisit la deuxième grande pyramide du plateau de Gizeh et est associé au Grand Sphinx. Cette continuité dynastique dans la construction pyramidale suggère que le programme architectural de la quatrième dynastie n'était pas un projet individuel isolé, mais une politique royale cohérente transmise de père en fils. Un aspect particulièrement intrigant de la biographie de Khéops concerne sa relation avec la religion. Hérodote, qui visita l'Égypte au 5e siècle avant notre ère, soit plus de 2000 ans après le règne de Khéops, rapporta que ce pharaon avait fermé les temples et interdit les sacrifices, forçant les prêtres à travailler sur sa pyramide.
Cette description présente Khéops comme un tyran impie. Cependant, les preuves archéologiques disponibles ne soutiennent pas cette image. Les inscriptions retrouvées sur le site de Gizeh et dans les régions environnantes montrent une activité religieuse normale pendant la période de construction. Hérodote lui-même admettait avoir recueilli ces informations auprès d'interprètes locaux plusieurs siècles après les faits. Cette tension entre la tradition orale transmise à Hérodote et les données archéologiques constitue l'un des premiers problèmes méthodologiques fondamentaux de toute enquête sérieuse sur Khéops. Les sources les plus anciennes disponibles ne sont pas des témoignages contemporains du règne. Elles sont des reconstructions tardives, influencées par les représentations culturelles et politiques de leur propre époque. Distinguer la réalité historique de Khéops de la légende accumulée au fil des siècles est un exercice qui exige une rigueur analytique constante et une évaluation critique de chaque source. Ce que l'on peut affirmer avec une certaine solidité, c'est que Khéops était un souverain de la 4e dynastie, fils d'un grand bâtisseur, héritier d'un État centralisé et puissant, régnant à une époque de prospérité relative pour l'Égypte ancienne. Le reste, ses motivations, ses méthodes, sa personnalité, reste en grande partie une reconstruction fragmentaire issue de sources disparates et souvent contradictoires. La 4e dynastie égyptienne représente l'une des périodes les plus énigmatiques et les plus fascinantes de l'histoire pharaonique. Elle débute avec Snéfrou, vers 2613 avant notre ère selon la chronologie généralement acceptée, et se termine avec Shepseskaf, aux alentours de 2480, 14 avant notre ère. En un peu plus d'un siècle, cette dynastie produisit un programme de construction monumentale, sans équivalent dans l'histoire humaine. Les pyramides de Dachour, d'Abu Rawatch et surtout du plateau de Gizeh constituent un ensemble architectural dont la concentration géographique et temporelle reste difficile à expliquer pleinement. La structure politique de la 4e dynastie était fondée sur une centralisation extrême du pouvoir royal. Contrairement aux dynasties précédentes, où certains gouverneurs régionaux disposaient d'une autonomie administrative significative, les pharaons de la 4e dynastie semblent avoir exercé un contrôle direct et rigoureux sur les ressources de l'État. Cette centralisation se reflète dans l'organisation des grands chantiers. Les matériaux, les ouvriers et les approvisionnements alimentaires étaient coordonnés depuis le sommet de la hiérarchie administrative, avec une précision logistique remarquable. Le vizir occupait la position centrale dans cette organisation. Durant le règne de Khéops, la fonction de vizir était probablement exercée par un membre de la famille royale proche, ce qui renforçait encore davantage la concentration du pouvoir. Les archives administratives de cette période, bien que fragmentaires, révèlent un système de comptabilité sophistiqué, avec des registres de rations alimentaires distribués aux travailleurs, des inventaires de matériaux et des listes de personnel. Ces documents suggèrent une bureaucratie fonctionnelle capable de gérer des opérations à très grande échelle. La question de la légitimité politique de Khéops mérite une attention particulière. Son père Snéfrou était universellement vénéré dans la mémoire collective égyptienne postérieure. Des textes rédigés des siècles après son règne le décrivent comme un souverain bon et juste. Khéops, en revanche, reçut une image beaucoup plus ambivalente dans la tradition. Cette disparité de réputation entre un père idéalisé et un fils présenté comme autoritaire soulève des questions sur la nature réelle du régime de Khéops et sur les tensions politiques qui pourraient avoir existé pendant son règne. Il est établi que la 4e dynastie connut une rupture significative à la mort de Khéops. Son successeur immédiat, Djedefré, choisit de ne pas construire sa pyramide à Gizeh, mais à Abu Rawatch, à plusieurs kilomètres au nord. Ce choix géographique est inhabituel et potentiellement révélateur. Certains chercheurs l'interprètent comme un acte délibéré de distanciation par rapport au programme de Gizeh, peut-être motivé par des tensions politiques ou religieuses au sein de la famille royale. D'autres estiment qu'il s'agissait simplement d'un choix pragmatique lié à la disponibilité du terrain. Un autre élément troublant de la 4e dynastie concerne la transition entre Djedefré et Khéphren. Djedefré régna pendant environ 8 ans, puis fut remplacé par Khéphren, un autre fils de Khéops. Certains égyptologues ont suggéré que cette transition pourrait avoir impliqué une forme de rivalité ou de conflit dynastique, bien que les preuves directes soient insuffisantes pour étayer cette hypothèse avec certitude. Ce qui est notable, c'est que les représentations de Djedefré semblent avoir été endommagées ou détruites après sa mort, un phénomène qui, dans le contexte égyptien, peut parfois indiquer une damnatio memoria, un effacement délibéré de la mémoire d'un souverain.
L'économie de la quatrième dynastie est un autre domaine d'investigation crucial. La construction de pyramides à cette échelle nécessitait non seulement une main-d'œuvre considérable, mais aussi des ressources alimentaires massives pour nourrir les travailleurs, des matériaux extraits de carrières parfois éloignées et un système de transport terrestre et fluvial fonctionnel. Les récentes découvertes archéologiques, notamment au port de Wadi al-Jarf sur la mer Rouge, suggèrent que l'État égyptien exploitait activement des réseaux commerciaux et logistiques étendus pour approvisionner les chantiers royaux. Ces réseaux impliquaient entre des expéditions minières dans le Sinaï, des transports de bois depuis le Liban, et une circulation permanente de matériaux sur le Nil. La question de savoir si l'économie égyptienne de la quatrième dynastie était structurellement capable de soutenir un programme de construction aussi ambitieux sans déstabiliser la société dans son ensemble reste ouverte. Certains chercheurs estiment que la construction pyramidale remplissait une fonction économique redistributive. Elle permettait à l'État de mobiliser et de rémunérer une main-d'œuvre rurale pendant les périodes de crue du Nil, lorsque les terres agricoles étaient inondées et les paysans disponibles. Cette interprétation, popularisée notamment par l'égyptologue Mark Lehner, présente les grands chantiers comme un mécanisme de régulation économique autant que comme une expression de pouvoir royal. Cependant, cette explication redistributive ne résout pas toutes les questions. Elle présuppose un niveau de planification économique à long terme exceptionnel, ainsi qu'une capacité logistique que les sources archéologiques disponibles ne documentent que partiellement. Les archives de Gizeh révèlent une organisation précise, mais les lacunes documentaires restent importantes. De nombreux aspects de l'économie de la quatrième dynastie demeurent mal compris, ce qui limite la capacité des chercheurs à reconstituer avec précision le cadre politique et économique dans lequel Khéops a opéré. Ce contexte dynastique complexe, centralisation du pouvoir, tensions successorales, ambition architecturale sans précédent, constitue l'arrière-plan indispensable pour comprendre les circonstances dans lesquelles la Grande Pyramide fut conçue et réalisée. Khéops n'agissait pas dans un vide historique, mais dans un système politique structuré, héritier d'innovations administratives et techniques accumulées sur plusieurs générations et confronté à des défis organisationnels dont l'ampleur reste difficile à mesurer avec précision depuis notre position actuelle. La question des preuves directement reliant Khéops à la construction de la Grande Pyramide est fondamentale, et pourtant elle est rarement posée avec la rigueur analytique qu'elle mérite. L'association entre le pharaon et la pyramide est présentée dans la quasi-totalité des sources comme un fait établi. Mais lorsqu'on examine les éléments de preuve disponibles avec précision, on réalise que leur nombre est étonnamment limité, et que chacun d'eux comporte des nuances interprétatives importantes. La preuve la plus directement citée est la présence du cartouche de Khéops dans les chambres de décharge situées au-dessus de la chambre du roi. Ces espaces, découverts en 1837 par l'explorateur britannique Howard Vyse, contiennent des inscriptions peintes en rouge qui incluent le nom royal de Khéops, ou plus précisément le nom Khnum Khufu. Cette découverte est généralement présentée comme la confirmation définitive de l'identité du bâtisseur de la pyramide. Cependant, plusieurs aspects de cette découverte méritent un examen critique. Howard Vyse était un explorateur amateur financièrement contraint, sous pression pour produire des résultats spectaculaires lors de son expédition en Égypte. Presque immédiatement après la découverte des inscriptions, des questions ont été soulevées quant à leur authenticité. L'égyptologue Samuel Birch, qui examina les inscriptions peu après leur découverte, nota plusieurs anomalies, n'a conclu dans les hiéroglyphes utilisés. Certains caractères correspondaient à des formes tardives qui n'auraient pas dû être présentes dans un contexte de la quatrième dynastie. Ces observations furent reprises et amplifiées par des chercheurs ultérieurs qui soulignèrent dès que Vyse avait les moyens matériels, la motivation et l'opportunité de falsifier ces inscriptions pour renforcer ses découvertes. La question de l'authenticité des inscriptions de Vyse n'est pas résolue de manière définitive dans la littérature académique. La majorité des égyptologues les acceptent comme authentiques, arguant que les anomalies signalées sont explicables par les variations régionales et temporelles de l'écriture hiéroglyphique à la quatrième dynastie. Mais une minorité de chercheurs continue de considérer cette question comme ouverte. Ce débat est important non pas parce que la conclusion est nécessairement favorable à la thèse de la falsification, mais parce qu'il illustre la fragilité de la chaîne de preuves reliant Khéops à la pyramide. En dehors des inscriptions de Vyse, les autres preuves directes sont peu nombreuses. La stèle de l'inventaire, retrouvée à Gizeh au XIXe siècle, est un document intrigant.
Elle décrit Khéops ordonnant des travaux de restauration autour du plateau de Gizeh et mentionne le sphinx comme préexistant à son règne. Si ce document est authentique et correctement daté, il suggérerait que Khéops n'était pas le constructeur de certaines structures du plateau, mais plutôt un restaurateur. Cependant, la datation de la stèle est contestée. La plupart des égyptologues estiment qu'elle fut rédigée bien après la 4e dynastie, probablement à l'époque saïte ou plus tard, et qu'elle ne peut donc pas être utilisée comme source contemporaine du règne de Khéops. La ville des ouvriers de Gizeh, découverte et fouillée principalement par Mark Lehner et Zahi Hawass à partir des années 1980, constitue un élément archéologique important. Ces fouilles ont révélé un établissement organisé, avec des boulangeries, des brasseries, des installations de stockage de viande et des logements pour les travailleurs. Les analyses des restes alimentaires suggèrent que les ouvriers recevaient des rations relativement abondantes et variées, ce qui contredit l'image ancienne d'esclaves mal nourris. Des sceaux administratifs et des inscriptions trouvées sur ce site font référence à des équipes de travailleurs portant des noms liés à Khéops, ce qui constitue un lien indirect mais plausible entre le souverain et l'activité de construction sur le plateau. Cependant, ces sceaux et inscriptions ne prouvent pas formellement que Khéops ordonna personnellement la construction de la Grande Pyramide. Ils établissent que des travailleurs organisés sous une administration royale étaient actifs sur le site pendant son règne, ce qui est cohérent avec l'hypothèse conventionnelle, mais ne la confirme pas de manière exclusive. Il est théoriquement possible qu'une infrastructure administrative créée pour d'autres projets ait été réutilisée ou adaptée dans un contexte différent. Un autre élément de preuve régulièrement cité est la présence de bateaux funéraires enterrés à proximité de la Grande Pyramide. 2 fosses à bateaux ont été découvertes au pied du côté sud de la pyramide, contenant des embarcations démontées. Ces bateaux sont associés à Khéops par des inscriptions trouvées dans les fosses. Ils constituent un argument supplémentaire en faveur de l'identification de la pyramide comme monument funéraire de Khéops. Mais là encore, la logique circulaire est présente. Si l'on suppose que la pyramide appartient à Khéops, alors les bateaux adjacents lui appartiennent également. Si l'attribution initiale est incertaine, l'argument perd une partie de sa force démonstrative. Il convient également de mentionner l'absence de momie royale dans la Grande Pyramide. Le sarcophage en granit rouge trouvé dans la chambre du roi est vide, et aucun reste humain pouvant être attribué à Khéops n'a jamais été découvert à l'intérieur de la pyramide. Les partisans de l'explication conventionnelle soutiennent que la pyramide fut pillée dans l'Antiquité, ce qui expliquerait l'absence de momies et de mobilier funéraire. C'est une hypothèse raisonnable, étant donné que la quasi-totalité des tombes royales égyptiennes connues ont été pillées à une époque ou une autre. Mais cette absence reste un vide probatoire notable dans le dossier des preuves directes. La statuette d'ivoire de Khéops, découverte à Abydos en 1903 par Flinders Petrie, représente la seule image tridimensionnelle connue du pharaon. Cette figurine minuscule, à peine 9 cm de hauteur, montre un homme assis sur un trône portant la couronne rouge de Basse-Égypte. Son cartouche est inscrit sur le côté du trône. Cette découverte est remarquable à plusieurs titres. D'une part, elle confirme l'existence historique de Khéops en tant que souverain, d'autre part, elle soulève des questions sur la représentation royale à cette époque. Pour un pharaon qui aurait commandé la plus grande pyramide du monde, la seule effigie retrouvée est une miniature discrète. Ce contraste entre la monumentalité de la pyramide et la modestie de la représentation figurative est difficile à expliquer de manière satisfaisante. L'ensemble de ces preuves, les inscriptions de devises, les sceaux administratifs de la ville des ouvriers, les bateaux funéraires, la statuette d'Abydos, forment un faisceau d'indices convergents plutôt qu'une démonstration directe et incontestable. Chaque élément pris individuellement comporte des limites interprétatives. Ensemble, ils constituent un dossier cohérent avec les hypothèses que Khéops était bien associé à la Grande Pyramide, mais ils ne permettent pas d'exclure avec certitude d'autres interprétations. Ce constat n'invalide pas l'hypothèse conventionnelle. Il invite simplement à une plus grande rigueur dans la distinction entre ce qui est prouvé, ce qui est probable, et ce qui est assumé par tradition historiographique. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus étudiés de l'histoire humaine, et pourtant les fondements documentaires de son attribution à Khéops restent plus fragiles que la plupart des présentations populaires ne le suggèrent. En 2013, une équipe d'archéologues franco-égyptiennes dirigée par Pierre Tallet annonça une découverte exceptionnelle sur les rives de la mer Rouge, à l'emplacement d'un ancien port connu sous le nom de Wadi al-Jarf.
Parmi les structures portuaires, les entrepôts et les installations maritimes mises au jour, les chercheurs découvrirent une collection de papyrus administratifs datant de la 4e dynastie égyptienne. Ces documents, aujourd'hui désignés comme les papyrus de Mérer, constituent les plus anciens papyrus écrits jamais retrouvés, et ils fournissent des informations sans précédent sur l'organisation logistique du chantier de la Grande Pyramide de Gizeh. Les papyrus de Mérer sont des journaux de bord rédigés par un fonctionnaire ou un contremaître du nom de Mérer, qui supervisait une équipe d'environ 200 hommes chargés du transport de blocs de calcaire depuis les carrières de Toura, situées sur la rive est du Nil, jusqu'au plateau de Gizeh. Ces documents décrivent avec une précision remarquable les rotations des équipes, les quantités de matériaux transportés, les étapes du voyage fluvial et les rations alimentaires distribuées aux travailleurs. Ils constituent un témoignage direct et contemporain du chantier rédigé par un participant actif de l'opération. La valeur historique de ces papyrus est considérable. Pour la première fois, les chercheurs disposaient d'une source documentaire contemporaine décrivant concrètement les opérations de transport liées à la construction de la pyramide. Les textes mentionnent explicitement la Grande Pyramide, désignée par son nom égyptien, ainsi que le horizon de Khéops, ce qui établit un lien direct et contemporain entre le chantier et le règne de Khéops. Ce point est important car il répond partiellement à la question des preuves directes examinées précédemment. Les papyrus de Mérer constituent la documentation la plus ancienne et la plus fiable attestant de l'activité de construction liée à Khéops. Cependant, l'analyse approfondie de ces documents révèle des aspects plus complexes que leur première présentation ne le suggérait. Les journaux de Mérer décrivent le transport de calcaire blanc de qualité supérieure depuis Toura, un matériau utilisé pour le revêtement extérieur de la pyramide plutôt que pour sa structure centrale. Cela implique qu'à l'époque où Mérer rédigeait ces journaux, la pyramide était déjà en grande partie construite et en cours de finition. Autrement dit, les papyrus documentent une phase avancée de la construction et non sa planification initiale ou ses premiers stades. Les questions relatives à la conception originale de la structure, à son orientation précise et aux méthodes utilisées pour les premières phases de construction restent sans documentation contemporaine directe. Le port de Wadi al-Jarf lui-même révèle des informations importantes sur l'organisation logistique de l'État égyptien de la 4e dynastie. Des entrepôts de grande dimension, des installations de réparation navale et des structures administratives ont été identifiés sur le site. Ces infrastructures indiquent que le port était un point central d'un réseau logistique étendu, utilisé pour les expéditions vers le Sinaï, notamment pour l'extraction de turquoise et de cuivre, et potentiellement pour d'autres activités commerciales. La présence de ce port actif et organisé confirme que l'État de Khéops disposait d'une capacité logistique maritime significative en plus de ses capacités terrestres et d'eau fluviale. Les papyrus de Mérer mentionnent également plusieurs personnages importants de l'administration royale, dont le demi-frère de Khéops, Ankraf, qui semble avoir joué un rôle de superviseur général dans les opérations de construction. Cette référence est cohérente avec ce que les archéologues savaient croire déjà sur Ankraf. Une statue de ce personnage, retrouvée dans sa tombe à Gizeh, est l'une des œuvres les plus remarquables de la sculpture égyptienne ancienne. La présence d'un membre de la famille royale direct à la tête des opérations de construction souligne à nouveau le degré de centralisation du pouvoir sous la 4e dynastie. Un aspect moins souvent discuté des papyrus de Mérer concerne les implications sur la durée réelle de la construction. Les journaux couvrent une période limitée dans le règne de Khéops, et les opérations décrites correspondent à une phase de finition. Si l'on extrapole à partir de ces données pour estimer le rythme global de la construction, certains chercheurs ont suggéré que les phases principales de construction auraient pu être accomplies en moins de 20 ans, conformément aux estimations conventionnelles, voire en une période légèrement plus courte si les équipes étaient en plus nombreuses que ce que les papyrus de Mérer seuls permettent de calculer. Cependant, d'autres chercheurs soutiennent que les papyrus de Mérer représentent seulement une fraction de l'activité totale du chantier et que leur utilisation comme base pour estimer la durée globale de la construction introduit des incertitudes considérables. Le nombre total d'équipes opérant simultanément sur le chantier, la coordination entre les différentes phases de construction et la gestion des périodes d'inactivité saisonnière sont autant de variables qui ne peuvent pas être déduites de manière fiable à partir de ces seuls documents.
Les implications géographiques de la découverte de Wadi al-Jarf méritent également une attention particulière. Le fait qu'un port actif ait été établi sur la mer Rouge pour les expéditions minières de la quatrième dynastie indique que l'État de Khéops étendait son influence bien au-delà du corridor nilotique. Des inscriptions retrouvées dans le Sinaï confirment des expéditions organisées par Khéops pour l'extraction de minerais. Ces activités extractives étaient essentielles pour alimenter le chantier de Gizeh en outils de cuivre, nécessaires pour travailler la pierre calcaire et en d'autres matériaux stratégiques. La question du réseau d'approvisionnement global du chantier de Gizeh est donc beaucoup plus complexe qu'une simple mobilisation de main-d'œuvre locale. Elle implique des réseaux commerciaux et logistiques s'étendant à travers le nord-est de l'Afrique et le Proche-Orient. Du bois de cèdre était importé du Liban pour la construction des bateaux et des traîneaux utilisés dans le transport des blocs. Du granit rouge était extrait à Assouan, à près de 900 km au sud de Gizeh et transporté par voie d'eau fluviale. Du basalte provenait de l'oasis du Fayoum. Chacun de ces flux de matériaux impliquait une planification logistique à long terme, des équipes spécialisées et une infrastructure de transport permanente. Ce tableau d'ensemble révèle une économie de construction pyramidale qui était, en réalité, une économie nationale mobilisée autour d'un objectif unique. L'échelle de cette mobilisation suggère que la Grande Pyramide n'était pas simplement un projet de construction, mais un catalyseur de l'organisation économique et administrative de l'État égyptien. La pyramide et l'État se construisaient mutuellement, en quelque sorte. Les exigences du chantier forçaient le développement de capacités administratives, logistiques et techniques qui renforçaient à leur tour la puissance de l'État royal. Paradoxalement, cette interdépendance entre la construction pyramidale et le développement étatique soulève une question sur la fin de la quatrième dynastie. Après Khéphren et Mykérinos, les pyramides royales diminuèrent considérablement en taille. La pyramide de Chepseskaf, le dernier souverain de la quatrième dynastie, n'était même pas une pyramide, mais un mastaba, une forme architecturale beaucoup plus modeste. Ce déclin architectural brutal est difficile à expliquer uniquement par des contraintes économiques ou démographiques. Il suggère une transformation politique et idéologique profonde dont les causes restent insuffisamment comprises. L'image populaire de la construction de la Grande Pyramide repose depuis des siècles sur la description d'Hérodote, qui évoquait des centaines de milliers d'esclaves contraints par un tyran impitoyable. Cette représentation a profondément marqué l'imaginaire historique occidental, au point d'être reproduite dans d'innombrables œuvres artistiques et récits populaires. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont profondément remis en question cette image, en révélant une organisation du travail beaucoup plus sophistiquée et nuancée que ce que la tradition littéraire ancienne suggérait. Les fouilles de la ville des ouvriers de Gizeh, menées de manière systématique depuis les années 1990, constituent la source archéologique la plus complète sur l'organisation humaine du chantier. Ce site, situé au sud-est du plateau de Gizeh, révèle un établissement planifié, comprenant des quartiers résidentiels organisés, des installations de production alimentaire à grande échelle, des structures de stockage, des espaces de soins médicaux, attestés par des os présentant des traces de fractures soignées, et une zone administrative. L'ensemble de ces installations était capable d'accueillir et de nourrir plusieurs milliers de personnes de manière permanente. Les analyses zoo-archéologiques des restes alimentaires trouvés sur le site révèlent une consommation de viande bovine, ovine et porcine en quantité importante. Certains chercheurs estiment que les ouvriers du chantier de Gizeh consommaient plus de viande par jour que la population rurale égyptienne moyenne n'en consommait en une semaine. Cette abondance relative des rations alimentaires est cohérente avec l'hypothèse d'un travail rémunéré, ou du moins compensé sous forme de nourriture et de logement, plutôt qu'avec l'image d'un esclavage brutal. Elle indique également que l'État était disposé à investir massivement dans le maintien physique de sa main-d'œuvre, ce qui est rationnel si les compétences techniques de ces travailleurs représentaient elles-mêmes un capital précieux. Les graffitis et inscriptions trouvés sur le site et dans les chambres de décharge de la pyramide fournissent des informations précieuses sur l'organisation des équipes de travail. Les ouvriers étaient regroupés en équipes portant des noms expressifs, souvent formulés comme des déclarations de loyauté ou d'enthousiasme envers le pharaon, par exemple ami de Khéops ou ivre de Mykérinos. Ces dénominations reflètent une organisation militaire ou paramilitaire avec une hiérarchie interne structurée.
Chaque grande équipe était probablement subdivisée en groupes plus petits aux responsabilités spécifiques, coordonnés par des contremaîtres intermédiaires. Le système de rotation du personnel est un aspect particulièrement important de l'organisation du chantier. Les analyses des inscriptions et des archives administratives disponibles suggèrent que les ouvriers n'étaient pas nécessairement présents sur le chantier toute l'année. Un modèle probable implique des équipes permanentes de spécialistes, sculpteurs, architectes, organisateurs, complétées par des équipes temporaires de travailleurs recrutés régionalement pendant les périodes de crue du Nil. Pendant la crue annuelle qui rendait les terres agricoles inaccessibles pendant plusieurs semaines, les paysans étaient disponibles pour participer au chantier royal. Ce système aurait permis à l'État de mobiliser une main-d'œuvre massive à coût relativement limité, sans perturber durablement le cycle agricole du pays. La question du statut juridique et social des ouvriers est complexe. Le terme esclave implique une privation totale de liberté et une absence de rémunération, ce qui ne correspond pas à ce que les preuves archéologiques révèlent. Cependant, le terme volontaire, dans son sens moderne, n'est pas non plus tout à fait adapté, car les systèmes de corvée dans les sociétés agraires pré-industrielles impliquaient souvent une obligation légale ou sociale de fournir du travail à l'État sans que cela constitue formellement de l'esclavage. Les ouvriers de Gizeh se situaient probablement dans un espace intermédiaire, des sujets du pharaon soumis à des obligations de service, mais nourris, logés et soignés pendant leur période de travail et possiblement respectés pour leurs compétences techniques. Les spécialistes constituaient un groupe à part entière. Les tailleurs de pierre capables de travailler le granit avec précision, les ingénieurs responsables de l'alignement astronomique de la structure, les architectes maîtrisant les techniques de nivellement et de conception des chambres internes, ces individus représentèrent une expertise accumulée sur plusieurs générations. Certains d'entre eux ont laissé des traces dans les archives funéraires de Gizeh. Des mastabas appartenant à des artisans et à des contremaîtres de haut rang ont été retrouvés à proximité des pyramides royales, ce qui indique un statut social significatif et une intégration dans l'espace symbolique du complexe funéraire royal. La hiérarchie administrative au-dessus des équipes de travailleurs était elle-même multiniveau. Au sommet se trouvait le vizir, représentant direct du pharaon, responsable de la supervision générale du chantier. En dessous, des directeurs des travaux coordonnaient les différentes opérations. Extraction, transport, assemblage. Des scribes enregistraient les livraisons de matériaux, les rations distribuées et les progrès du chantier. Des inspecteurs vérifiaient la qualité des travaux et la conformité aux spécifications architecturales. Cette superposition de niveaux administratifs reflète un degré de sophistication bureaucratique remarquable pour une société du troisième millénaire avant notre ère. La logistique de transport est l'un des aspects les plus débattus de l'organisation du chantier. Les blocs de calcaire locaux, extraits des carrières situées à proximité immédiate du plateau, représentaient la grande majorité des matériaux utilisés pour le corps de la pyramide. Leur transport sur de courtes distances pouvait être accompli à l'aide de traîneaux en bois glissant sur des surfaces humidifiées, une technique attestée par des représentations picturales dans des tombes égyptiennes postérieures. Pour les matériaux plus lourds et plus éloignés, le granit d'Assouan, le calcaire blanc de Toura, une combinaison de transport fluvial et de traction terrestre était nécessaire. Les expériences de reconstitution menées par Sarnen par différents chercheurs ont montré qu'il est techniquement possible de déplacer des blocs de plusieurs tonnes à l'aide de ces méthodes avec un nombre suffisant de travailleurs organisés. Cependant, la question de la précision du placement final des blocs, notamment dans les parties supérieures de la pyramide, accessibles uniquement par des pentes inclinées, reste un sujet de débat. Plusieurs hypothèses ont été formulées sur la nature des rampes d'accès utilisées. Une rampe frontale unique, des rampes en spirale contournant la structure, ou un système combiné de rampes internes et externes. Aucune de ces hypothèses n'a été définitivement confirmée par les preuves archéologiques disponibles. La coordination temporelle du chantier représente un défi organisationnel supplémentaire. La construction d'une structure aussi précisément alignée et aussi régulièrement construite nécessitait une planification à long terme rigoureuse. Les décisions architecturales prises dans les premières années de construction déterminaient les contraintes des phases ultérieures. Une erreur d'alignement ou de nivellement dans les fondations aurait des conséquences amplifiées sur l'ensemble de la structure. La précision géométrique de la Grande Pyramide, ses côtés sont alignés sur les points cardinaux avec une marge d'erreur inférieure à un dixième de degré, implique une capacité de mesure et de vérification continue tout au long du processus de construction.
Cette précision géométrique soulève elle-même des questions sur les outils et les méthodes de mesure disponibles à la quatrième dynastie. Les Égyptiens anciens utilisaient des cordes à nœuds équidistants pour mesurer des angles et des distances, ainsi que des instruments de nivellement simples à base de plomb. Ces outils, bien que rudimentaires en apparence, permettaient des mesures d'une précision remarquable entre les mains d'opérateurs expérimentés. Mais la question de savoir comment ces mesures étaient maintenues de manière cohérente à l'échelle de l'ensemble du chantier, sur une période de plusieurs décennies, et avec des milliers de travailleurs intervenant à différentes phases, reste une question ouverte dans la recherche archéologique contemporaine. La construction de la Grande Pyramide de Gizeh représente l'un des problèmes d'ingénierie les plus étudiés et les moins définitivement résolus de l'archéologie mondiale. Depuis les premières enquêtes systématiques menées au XIXe siècle jusqu'aux recherches les plus récentes utilisant des technologies d'imagerie avancées, les chercheurs n'ont pas encore établi un consensus sur les méthodes précises utilisées pour assembler 2 300 000 blocs de pierre en une structure atteignant 146 mètres de hauteur à son achèvement. Ce qui est établi avec une certitude raisonnable, c'est que les blocs de calcaire formant le corps principal de la pyramide provenaient de carrières situées à proximité immédiate du plateau de Gizeh, sur le côté sud du site. Des traces d'exploitation de ces carrières sont encore visibles aujourd'hui. L'extraction des blocs était réalisée à l'aide d'outils en cuivre, des ciseaux, des pics et des scies, ainsi que de coins en bois qu'on humidifiait pour les faire gonfler et fissurer la roche. Ces techniques d'extraction sont attestées par des découvertes archéologiques sur de nombreux sites carriers égyptiens, et elles sont suffisamment documentées pour être considérées comme bien établies. Le transport des blocs depuis les carrières jusqu'au pied de la pyramide impliquait très probablement l'utilisation de traîneaux en bois tirés sur des voies de glissement humidifiées. Une représentation picturale célèbre dans la tombe de Djehuti-Hotep, datant d'une période postérieure mais illustrant probablement des techniques en usage depuis l'Ancien Empire, montre une statue colossale placée sur un traîneau tiré par des dizaines d'ouvriers. Un homme situé à l'avant du traîneau verse un liquide, probablement de l'eau, sur la voie de glissement pour réduire la friction. Cette image est souvent citée comme une confirmation visuelle des méthodes de transport utilisées à Gizeh. Cependant, la reconstitution précise du système de transport dépasse ce que cette seule image permet de déduire. Pour un chantier de l'ampleur de la Grande Pyramide, avec des centaines ou des milliers de blocs à déplacer chaque jour dans les phases actives de construction, un réseau de voies de transport organisé et entretenu était nécessaire. Des recherches géophysiques récentes ont détecté des traces de structures rectilignes sous le sol du plateau de Gizeh, qui pourraient correspondre à d'anciennes rampes ou voies de transport. Mais l'interprétation de ces données reste provisoire. La question de l'élévation des blocs, comment ils étaient soulevés et positionnés à des hauteurs croissantes au fur et à mesure que la pyramide prenait de la hauteur, est la plus débattue. 3 grandes hypothèses ont été formulées et continuent de faire l'objet de recherches actives. La première est celle de la rampe frontale unique, une longue rampe inclinée construite face à l'une des faces de la pyramide sur laquelle les blocs étaient hissés par des équipes de travailleurs. Cette hypothèse a l'avantage de la simplicité, mais elle pose des problèmes pratiques considérables. À mesure que la pyramide monte en hauteur, une telle rampe devrait s'allonger considérablement pour maintenir une pente praticable, finissant par représenter un volume de matériaux comparable à celui de la pyramide elle-même. La deuxième hypothèse est celle des rampes en spirale contournant les faces extérieures de la pyramide. Ce système permettrait de maintenir une rampe de longueur raisonnable à toutes les phases de la construction. Cependant, les rampes en spirale présentent un inconvénient majeur. Elles masquent les faces extérieures de la pyramide, rendant impossible le contrôle de la géométrie et de l'alignement pendant la construction. Or, la précision géométrique de la Grande Pyramide exige des vérifications d'alignement régulières de l'extérieur, ce qui serait incompatible avec des rampes couvrant en permanence les faces de la structure. Une troisième hypothèse, proposée notamment par l'architecte Jean-Pierre Houdin à partir des années 2000, combine une rampe frontale externe pour les premières phases de construction avec un système de rampe interne en spirale pour les phases supérieures. Selon ce modèle, une rampe extérieure aurait été utilisée pour amener les blocs jusqu'à environ un tiers de la hauteur de la pyramide, puis un réseau de couloirs internes en hélice aurait permis d'élever les blocs jusqu'au sommet.
Des données de microgravimétrie réalisées sur la pyramide ont révélé des zones de densité réduites à l'intérieur de la structure qui pourraient correspondre à de tels couloirs, mais une confirmation définitive n'a pas encore été apportée. Au-delà du problème des rampes, la précision du travail de taille et d'assemblage des blocs constitue un défi technique distinct. Les blocs de revêtement extérieur en calcaire blanc de Toura, qui recouvraient autrefois l'ensemble de la pyramide avant d'être progressivement récupérés au Moyen Âge pour la construction du Caire, étaient assemblés avec des joints d'une finesse remarquable, parfois inférieure à 1 mm. Cette précision implique un travail de finition minutieux et une organisation du contrôle de qualité que les sources archéologiques disponibles ne documentent pas suffisamment. Les techniques utilisées pour le travail du granit dans les parties internes de la pyramide, notamment la chambre du roi et ses poutres de plafond, pesant chacune plusieurs dizaines de tonnes, constituent un problème encore plus difficile. Le granit est une roche beaucoup plus dure que le calcaire, et son travail avec des outils en cuivre est extrêmement laborieux. Des expériences de reconstitution ont montré que des outils en cuivre peuvent effectivement entailler le granit, mais à un rythme très lent. L'hypothèse que du sable abrasif était utilisé conjointement avec des outils en cuivre pour accélérer le travail est plausible, mais non définitivement confirmée pour les conditions spécifiques de Gizeh. Le transport et la mise en place des poutres de granit de la chambre du roi représentent peut-être le défi technique le plus difficile de tout le chantier. Ces poutres, pesant entre 40 et 70 tonnes chacune, ont été extraites à Assouan, transportées sur près de 900 km par voie fluviale, puis hissées jusqu'à une hauteur d'environ 40 mètres à l'intérieur de la pyramide. La logistique de cette opération, conception des embarcations capables de transporter de telles charges, organisation du déchargement et du halage terrestre jusqu'au chantier, puis élévation à l'intérieur de la structure en cours de construction, représente un exploit organisationnel et technique dont les détails précis restent incomplètement reconstitués. Des technologies récentes, notamment le muon scanning, une technique d'imagerie utilisant les muons cosmiques pour détecter des espaces vides à l'intérieur de structures denses, ont permis des avancées nouvelles dans l'investigation non invasive de la Grande Pyramide. Une collaboration scientifique internationale, connue sous le nom de projet Scan Pyramids, lancée en 2015, a annoncé en 2017 la détection d'une grande cavité inconnue au-dessus de la Grande Galerie. Cette découverte, publiée dans la revue Nature, représente la première détection d'une structure interne significative dans la pyramide depuis le XIXe siècle. La nature exacte de cette cavité, chambre de construction, espace de déchargement ou structure intentionnelle, reste à déterminer. La persistance de ces questions non résolues, malgré des siècles d'investigation et les technologies d'analyse les plus modernes, illustre la complexité réelle du problème de la construction pyramidale. La Grande Pyramide n'est pas simplement un mystère dans le sens populaire et sensationnaliste du terme, elle représente un problème d'ingénierie et d'organisation dont la solution complète exige encore des recherches considérables. L'honnêteté scientifique impose de reconnaître que la compréhension actuelle de ces techniques, bien qu'enrichie par les découvertes récentes, comporte encore des lacunes substantielles. L'intérieur de la Grande Pyramide de Gizeh est une structure architecturale d'une complexité inhabituelle qui a suscité des débats parmi les chercheurs depuis les premières explorations systématiques du XIXe siècle. Contrairement aux pyramides de la IIIe dynastie, dont les dispositions internes sont relativement simples, la Grande Pyramide comprend plusieurs chambres et couloirs dont les fonctions précises ne sont pas toutes établies avec certitude, malgré des décennies d'investigations archéologiques et scientifiques. La chambre du roi est la plus connue de ces espaces internes. Située au centre de la pyramide, à environ 43 mètres de hauteur, elle est entièrement revêtue de granit rouge d'Assouan. Ses dimensions, environ 10 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 6 mètres de hauteur, en font un espace relativement modeste par rapport à la taille extérieure de la pyramide. Elle contient un unique sarcophage en granit rouge, sans couvercle et sans inscription, trop large pour avoir été introduit par les couloirs d'accès actuels, ce qui implique qu'il fut placé dans la chambre pendant la construction même de la pyramide. L'absence de momies, de mobilier funéraire et d'inscription dans cette chambre est un fait régulièrement souligné par les chercheurs qui questionnent l'interprétation phonéraire conventionnelle. Au-dessus de la chambre du roi se trouvent 5 compartiments superposés, connus sous le nom de chambres de décharge. Ces espaces
ont été interprétés comme des dispositifs architecturaux destinés à réduire la charge pesant sur le plafond de la chambre du roi en distribuant le poids des blocs supérieurs sur les côtés. C'est dans ces chambres que Howard Vyse découvrit les cartouches de Khéops en 1837. La fonction de décharge est généralement acceptée par les architectes et les ingénieurs, bien que certains chercheurs aient proposé que leur conception complexe, notamment la chambre supérieure à toit en chevron, était motivée par des considérations symboliques en plus des exigences structurelles. La chambre de la reine est une dénomination trompeuse attribuée par des explorateurs arabes médiévaux sur la base d'une analogie avec des traditions funéraires islamiques, sans rapport direct avec la pratique égyptienne ancienne. Cette chambre, située à mi-hauteur de la pyramide dans l'axe de son couloir ascendant principal, présente une niche rectangulaire sur son mur est dont la fonction est inconnue. Aucune momie, aucun mobilier funéraire et aucune inscription n'ont été trouvés dans cette chambre. Son nom conventionnel ne doit donc pas être interprété comme une indication de sa fonction réelle. Aucune reine n'a jamais été enterrée dans cet espace, et rien ne prouve qu'elles aient été destinées à cet usage. En 1993, l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink envoya un petit robot explorateur baptisé Upuaut 2 dans les puits étroits partant de la chambre de la reine. Ces puits, longs de 65 mètres environ, avaient été découverts en 1872, mais n'avaient jamais été entièrement explorés. Le robot de Gantenbrink atteignit une petite porte en calcaire équipée de 2 poignées métalliques, ce qui déclencha un vif intérêt international. En 2002, une autre mission robotique fora un trou dans cette porte et découvrit un second couloir obstrué par une autre porte. En 2011, une nouvelle mission utilisant un robot équipé d'une caméra parvint à insérer une sonde à travers la seconde porte et révéla une chambre contenant des hiéroglyphes peints en rouge, les premiers jamais observés dans cette partie de la pyramide. Ces découvertes successives ont alimenté de nombreuses spéculations sur la destination de ces couloirs et des espaces qu'ils desservent. La fonction conventionnellement attribuée à ces puits est celle de couloir de ventilation, destiné à maintenir une circulation d'air dans les chambres internes. Cette interprétation est contestée pour au moins 2 raisons. Premièrement, les puits de la chambre de la reine ne débouchent pas sur l'extérieur de la pyramide. Ils s'arrêtent à l'intérieur de la structure, ce qui est incompatible avec une fonction de ventilation au sens strict. Deuxièmement, la chambre du roi, elle, possède effectivement des puits débouchant sur les faces nord et sud de la pyramide, mais leur section transversale est suffisamment étroite pour remettre en question leur efficacité pratique en tant que système de ventilation pour des travailleurs ou des officiants. Une interprétation alternative, développée notamment par l'égyptologue Kate Spence et l'astronome Juan Antonio Belmonte, propose que ces couloirs étaient orientés astronomiquement pour pointer vers des étoiles significatives dans le système cosmologique égyptien ancien. Le couloir nord de la chambre du roi était orienté vers l'étoile circumpolaire Tuban, l'étoile polaire de l'époque, tandis que le couloir sud pointait vers les étoiles de la ceinture d'Orion, associées au dieu Osiris dans la théologie égyptienne tardive. Cette interprétation astronomique est cohérente avec la dimension religieuse de l'architecture funéraire royale égyptienne, mais son application précise à la 4e dynastie, une période antérieure au développement pleinement attesté des textes religieux associant les étoiles aux pharaons défunts, est sujette à débat. La Grande Galerie est un autre espace interne dont la fonction précise est débattue. Cette structure extraordinaire, longue d'environ 47 mètres et haute de 8 mètres, avec ses murs en encorbellement, qui se resserrent progressivement vers le sommet, constitue l'un des espaces architecturaux les plus complexes de l'Ancien Empire. Elle conduit de la chambre de la reine jusqu'à l'antichambre précédant la chambre du roi. Des entailles régulières creusées dans ces parois ont été interprétées de diverses manières, comme support de bois, pour des mécanismes de glissement ou de levage lors de la construction, comme support d'éléments architecturaux, aujourd'hui disparus, ou comme élément d'un dispositif de fermeture conçu pour sceller l'accès à la chambre supérieure après l'inhumation du pharaon. La logique de fermeture de la pyramide après l'inhumation est un problème en soi. Le couloir descendant, qui représente l'accès original à l'intérieur de la structure, est équipé d'un système de blocs de granit destiné à obstruer l'accès après les cérémonies funéraires. Mais l'efficacité de ce système est limitée. L'existence du couloir lui-même et la présence des blocs d'obstruction étaient reconnus des explorateurs antiques, et la pyramide fut pénétrée relativement tôt dans son histoire.
Le calife Al-Ma'moun, au IXe siècle de notre ère, fit percer un nouveau couloir d'accès dans la façade nord de la pyramide, et cet accès est encore utilisé aujourd'hui par les visiteurs. Mais des indices suggèrent que la pyramide avait déjà été ouverte avant l'époque d'Al-Ma'moun. La chambre souterraine, creusée dans le substrat rocheux sous la pyramide et accessible par le couloir descendant, représente un autre mystère architectural. Elle est inachevée, avec des parois rugueuses banquées et un sol irrégulier. Une petite chambre latérale et un puits peu profond y sont également aménagés. L'interprétation conventionnelle suggère qu'il s'agissait d'une chambre funéraire initiale, abandonnée au profit des chambres supérieures lors d'un changement de plan en cours de construction. Mais l'absence de tout parallèle exact dans d'autres pyramides de la quatrième dynastie rend cette explication difficile à évaluer pleinement. L'ensemble de la disposition interne de la grande pyramide, avec ses multiples chambres à différentes hauteurs, ses couloirs complexes, ses systèmes de fermeture et ses puits encore partiellement inexplorés, ne correspond pas simplement à la configuration d'un tombeau royal ordinaire de la quatrième dynastie. Elle suggère une conception architecturale d'une sophistication et d'une intentionnalité exceptionnelles, dont la signification complète n'a pas encore été élucidée par la recherche archéologique contemporaine. La grande galerie de la grande pyramide de Gizeh est, par bien des aspects, l'espace le plus énigmatique de toute la structure. Sa configuration architecturale est unique dans l'Égypte ancienne. Aucun autre monument connu ne présente un couloir de dimension et de conception comparables. Elle mesure approximativement 47 mètres de longueur pour une largeur d'environ 2 mètres, mais sa hauteur est remarquable. Elle atteint près de 8 mètres et demi, avec des parois en encorbellement qui se resserrent progressivement vers le sommet en 7 assises successives, créant un profil trapézoïdal caractéristique. Cette technique constructive, qui consiste à faire avancer chaque assise légèrement au-dessus de la précédente, permet de couvrir un espace plus large que ce que la capacité portante d'un linteau en pierre permettrait normalement, sans nécessiter de véritables voûtes. L'identification de la fonction de la grande galerie est directement liée à la question plus large de l'interprétation de la pyramide dans son ensemble. Si l'on accepte l'hypothèse funéraire conventionnelle, la grande galerie était un couloir monumental permettant d'acheminer le cercueil royal et le mobilier funéraire jusqu'à la chambre du roi, puis d'y faire descendre les blocs de granit destinés à en obstruer l'accès. Ce scénario est logiquement cohérent, mais il laisse sans explication satisfaisante plusieurs caractéristiques architecturales spécifiques de la galerie. Les 27 paires d'entailles rectangulaires creusées dans les parois latérales de la grande galerie sont l'une de ces caractéristiques inexpliquées. Ces entailles, régulièrement espacées, sont situées à une hauteur d'environ 60 cm au-dessus du sol, dans la première assise des murs. Leur taille est standardisée et leur orientation suggère qu'elles accueillaient des pièces de bois horizontales, traversant la galerie de part en part. La fonction précise de ces pièces de bois hypothétiques, si elles ont bien existé, reste débattue. Certains chercheurs proposent qu'elles soutenaient un plancher en bois surélevé au-dessus du couloir central, créant ainsi 2 niveaux de circulation. D'autres suggèrent qu'elles faisaient partie d'un mécanisme de glissement ou de contrepoids, utilisé pour descendre et positionner les blocs d'obturation après l'inhumation. Une hypothèse plus récente, développée par l'ingénieur Xavier Lagier et d'autres chercheurs, propose que la grande galerie fonctionnait comme un mécanisme de contrepoids actif pendant la construction elle-même. Selon ce modèle, des blocs de calcaire étaient hissés dans la galerie sur des traîneaux et utilisés comme contrepoids pour aider à élever d'autres blocs vers les niveaux supérieurs de la pyramide via un système de cordage et de poulies. Ce modèle a été développé en réponse aux difficultés pratiques des hypothèses de rampe conventionnelles et il utilise les entailles des parois comme point d'ancrage pour les dispositifs mécaniques. Bien que cette hypothèse soit techniquement ingénieuse, elle n'a pas encore été validée par des preuves archéologiques directes. La banquette centrale en calcaire, qui longe le sol de la grande galerie, de chaque côté d'un couloir central plus bas, constitue un autre élément architectural difficile à expliquer. Cette banquette, large d'environ 50 cm et haute d'une cinquantaine de centimètres, court sur toute la longueur de la galerie. Si la galerie servait simplement de couloir de passage, cette banquette aurait rendu plus difficile la circulation de travailleurs portant des charges. Elle implique donc soit un usage spécifique lié à la construction, soit une signification rituelle ou symbolique que les sources disponibles ne permettent pas de préciser. Le sol du couloir central de la grande galerie est également caractéristique.
Il est incliné à 26 degrés, ce qui est identique à l'angle d'inclinaison du grand couloir ascendant qui y mène depuis l'entrée principale. Cette inclinaison constante sur l'ensemble du couloir ascendant et de la grande galerie, soit environ 65 mètres de longueur cumulée, suggère une conception intégrée, planifiée dès l'origine pour permettre le mouvement de charges importantes sur cette pente. La question est de savoir dans quel sens ces charges se déplaçaient vers le haut pendant la construction ou vers le bas après l'inhumation lors de la mise en place des blocs d'obturation. La transition entre le sommet de la grande galerie et l'antichambre précédant la chambre du roi est marquée par une série de dispositifs architecturaux complexes. Une série de blocs de granit peuvent être abaissés verticalement pour fermer l'accès à la chambre du roi. Ce système de serrure en granit est bien documenté et généralement accepté comme un mécanisme de fermeture funéraire. Mais la précision mécanique de ce dispositif et la question de savoir comment les ouvriers chargés de le mettre en œuvre s'échappèrent ensuite de l'intérieur de la pyramide ont donné lieu à des analyses détaillées et des hypothèses variées. Une solution proposée par plusieurs chercheurs implique l'existence d'un passage secret permettant aux derniers ouvriers de sortir de la pyramide après avoir mis en place les blocs d'obturation. Certains soutiennent que le puits de vertical dit « puits des scribes », qui descend depuis la grande galerie jusqu'à la chambre souterraine en passant par un long couloir sinueux servait précisément à cette fonction. Si tel était le cas, les ouvriers auraient bien mis en place les blocs de granit dans l'antichambre, puis se seraient évacués par ce puits vers le couloir descendant et l'extérieur de la pyramide. Cette hypothèse est plausible, mais difficile à confirmer définitivement. L'orientation astronomique de la grande galerie a également fait l'objet de recherches spécifiques. Comme le couloir ascendant principal, la grande galerie est orientée de manière à aligner son axe avec une direction astronomiquement significative dans le ciel nocturne de l'époque de la construction. Cette orientation intentionnelle suggère que les architectes de la pyramide intégraient pour eux des considérations cosmologiques dans la conception des espaces internes, et pas seulement dans l'alignement de la structure extérieure sur les points cardinaux. Des chercheurs comme Robert Bauval ont proposé que la disposition des chambres et des couloirs internes de la Grande Pyramide reflète une carte astronomique du ciel nocturne, correspondant à des étoiles et des constellations significatives dans la cosmologie égyptienne ancienne. Cette théorie de la corrélation d'Orion, bien que largement rejetée par la majorité des égyptologues académiques, a contribué à attirer l'attention sur la dimension astronomique de l'architecture pyramidale, une dimension que les recherches plus récentes ont partiellement confirmée pour ce qui concerne l'orientation des couloirs. La question de la signification symbolique de la Grande Galerie reste ouverte. Dans la tradition de l'architecture funéraire égyptienne, les espaces internes des pyramides et des tombes royales sont rarement de simples corridors fonctionnels. Ils sont généralement chargés d'une signification religieuse et symbolique liée au voyage de l'âme royale dans l'au-delà. La Grande Galerie, avec ses proportions monumentales et sa construction élaborée, pourrait représenter un espace symbolique lié à la montée du pharaon vers les cieux, une interprétation cohérente avec la théologie solaire de la 4e dynastie. Mais l'absence de texte ou d'image sur les parois de la Grande Galerie, contrairement aux pyramides de la 5e et de la 6e dynastie, dont les chambres internes sont couvertes de textes religieux, laisse cette interprétation dans le domaine de l'hypothèse raisonnée plutôt que de la certitude documentée. L'hypothèse que la grande pyramide de Gizeh fut construite sous le commandement direct de Khéops pendant son règne de la 4e dynastie est le paradigme dominant de l'égyptologie académique. Cependant, depuis au moins le XIXe siècle, des chercheurs, et plus souvent des auteurs non académiques, ont proposé des interprétations radicalement différentes sur l'origine de la pyramide, son commanditaire et même sa date de construction. Ces théories alternatives varient considérablement en termes de crédibilité, de méthode et de rigueur analytique, mais certaines d'entre elles méritent un examen sérieux pour les questions qu'elles soulèvent, même lorsque leurs conclusions restent non vérifiées. La théorie de la préexistence de la pyramide est l'une des plus radicales. Elle soutient que la Grande Pyramide existait avant le règne de Khéops, et que ce dernier se serait simplement approprié le monument ou aurait fait graver son nom à l'intérieur après la découverte de la structure déjà construite. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs arguments. Premièrement, la rareté des preuves directes reliant Khéops à la construction, analysée précédemment. Deuxièmement, la prétendue sophistication architecturale et technique de la pyramide qui, selon certains partisans de cette thèse, dépasse ce que les capacités documentées de la 4e dynastie permettent tant d'expliquer.
Troisièmement, des anomalies stylistiques dans les inscriptions découvertes par Vise, qui suggèrent, bon, selon certains, que ces marques auraient pu être ajoutées ultérieurement plutôt que rédigées pendant la construction. L'hypothèse de la préexistence est rejetée par la très grande majorité des égyptologues, pour plusieurs raisons solides. Les données archéologiques disponibles, les carrières de calcaire locales, la ville des ouvriers, les papyrus de Mérer pointent clairement vers une construction au cours de la quatrième dynastie. La chronologie relative des pyramides du plateau de Gizeh est cohérente avec une construction séquentielle sous Khéops, Khéphren et Mykérinos, et les techniques architecturales utilisées dans les trois pyramides présentent des évolutions graduelles qui reflètent un développement progressif des compétences constructives. Une pyramide préexistante à la quatrième dynastie supposerait un vide dans le dossier archéologique qui ne correspondrait à aucune civilisation documentée. Une théorie différente, développée notamment par Robert Temple dans ses travaux sur les traditions astronomiques anciennes, propose que certains éléments du complexe de Gizeh, en particulier le Grand Sphinx, sont significativement plus anciens que l'ancien empire égyptien. Cette hypothèse, parfois appelée théorie de l'érosion hydrique du Sphinx, a été formulée par le géologue Robert Schoch à partir de l'examen de l'érosion sur les parois de l'enceinte du Sphinx. Schoch a soutenu que le type d'érosion observé, des sillons verticaux caractéristiques de l'Essibine, d'une érosion par des précipitations abondantes, serait incompatible avec le climat aride qui prévalait en Égypte depuis environ 5000 avant notre ère. Il en conclut que le Sphinx aurait été sculpté lors d'une période humide antérieure, peut-être entre 7000 et 10 000 avant notre ère. Cette hypothèse a été fortement contestée par les géologues et les égyptologues. La majorité des spécialistes de la géologie du plateau de Gizeh soutiennent que l'érosion observée sur le Sphinx peut être expliquée par des facteurs autres que des précipitations abondantes, notamment des variations locales de la nappe phréatique et des cycles d'humidité et de dessiccation qui peuvent produire des effets d'érosion similaires dans un contexte aride. En l'absence d'autres preuves archéologiques d'une civilisation suffisamment avancée pour sculpter un monument de cette envergure avant l'Égypte prédynastique, la thèse de Schoch reste non validée par le consensus scientifique. Une troisième catégorie de théories alternatives attribue la construction de la pyramide non pas à Khéops en tant qu'individu, mais à une organisation ou une tradition dont Khéops n'était que le représentant officiel. Cette vision, présente dans diverses traditions ésotériques et dans certains courants de la franc-maçonnerie spéculative, présente la pyramide comme le produit d'une science sacrée transmise par des initiés dont la connaissance dépassait celle de la civilisation environnante. Ces théories ne reposent sur aucune preuve archéologique documentée et ne peuvent pas être évaluées selon les méthodes de la recherche historique empirique. Plus intéressante sur le plan analytique est la question de la contribution étrangère à la construction de la pyramide. Des chercheurs ont noté des parallèles entre certaines techniques architecturales de l'Égypte ancienne et celles d'autres civilisations contemporaines, notamment en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus. La question de savoir si ces parallèles reflètent des échanges réels de connaissances techniques, une diffusion culturelle ou simplement des solutions convergentes à des problèmes architecturaux similaires est difficile à trancher avec les sources disponibles. Des expéditions commerciales égyptiennes vers le Levant et la Mésopotamie sont documentées dès la période prédynastique, ce qui rend des influences extérieures plausibles sans être démontrables. La théorie de la machine hydraulique est une autre hypothèse alternative qui a suscité un intérêt significatif. Proposée notamment par l'ingénieur français Jean-Pierre Houdin en collaboration avec d'autres chercheurs, elle ne concerne pas l'identité du commanditaire mais les méthodes de construction. Selon cette théorie, un système hydraulique utilisant l'eau du Nil comme source d'énergie pour actionner des mécanismes de levage aurait été employé pour élever les blocs les plus lourds. Des variantes de cette hypothèse proposent l'utilisation de bateaux dans des bassins remplis d'eau à l'intérieur même du chantier. Ces théories sont techniquement intéressantes, mais manquent de preuves archéologiques directes sur le site de Gizeh. Il convient également d'examiner les théories qui ne remettent pas en question l'attribution conventionnelle de la pyramide à Khéops, mais proposent une interprétation différente de sa fonction. Selon l'hypothèse conventionnelle, la Grande Pyramide est avant tout un monument funéraire, destiné à accueillir la momie de Khéops et à lui assurer une résurrection dans l'au-delà. Mais certains chercheurs ont proposé que la pyramide remplissait d'autres fonctions en plus, ou à la place, de sa fonction funéraire. Des hypothèses ont été formulées sur une possible fonction astronomique,
comme observatoire ou outil de calcul astronomique, une fonction géodésique, comme point de référence pour la cartographie du pays, ou une fonction symbolique liée à l'affirmation de la puissance royale et à la centralisation politique. Ces fonctions alternatives ne sont pas mutuellement exclusives. Une structure de cette envergure pouvait simultanément servir de monument funéraire, d'affirmation de puissance politique, de référence géodésique et d'objet symbolique dans le système cosmologique égyptien. La difficulté, c'est de déterminer quelle était la fonction primaire dans l'intention des concepteurs et dans quelle mesure les fonctions secondaires étaient en délibérément planifiées ou simplement le résultat de la monumentalité de la structure. Ce panorama des théories alternatives révèle plusieurs choses importantes. D'abord, que l'hypothèse conventionnelle, bien que solidement étayée par rapport à ces alternatives radicales, repose sur un dossier de preuves moins complet qu'il n'y paraît dans les présentations populaires. Ensuite, que certaines questions soulevées par les théories alternatives sur la précision géométrique de la pyramide, sur les méthodes de construction, sur la fonction précise des chambres internes, sont des questions légitimes que la recherche académique n'a pas encore entièrement résolues, enfin que la distinction entre une théorie bien argumentée qui remet en question des aspects spécifiques du paradigme conventionnel et une spéculation non fondée est une ligne que les chercheurs et le public doivent être capables de tracer avec rigueur. Les témoignages textuels anciens sur Khéops proviennent de sources rédigées des siècles, voire des millénaires après son règne présumé. Cette distance temporelle constitue un problème méthodologique fondamental. Elle n'invalide pas ces sources, mais impose une analyse critique rigoureuse de leur fiabilité, de leurs biais et des conditions dans lesquelles elles furent rédigées. Hérodote est la source la plus connue et la plus influente dans la tradition occidentale. Cet historien grec du 5e siècle avant notre ère visita l'Égypte vers 450 avant notre ère, soit environ 2000 ans après le règne présumé de Khéops. Dans le deuxième livre de ses histoires, il consacre un passage substantiel au pharaon qu'il nomme Khéops. Sa description était remarquablement précise sur certains points de matériel, les dimensions approximatives de la pyramide, la chaussée conduisant au temple funéraire, mais parsemée d'éléments dont la valeur historique est douteuse. Hérodote affirme que Khéops ferma les temples et interdit les sacrifices aux dieux, forçant les prêtres à travailler sur sa pyramide. Il ajoute que ce pharaon fit prostituer sa propre fille pour financer la construction. Ces éléments sont de nature purement anecdotique et n'ont aucun parallèle dans les sources archéologiques égyptiennes. La présentation d'Hérodote est limitée par plusieurs facteurs. Il ne lisait pas les hiéroglyphes et dépendait entièrement d'interprètes, susceptibles de transmettre des traditions orales déformées ou délibérément biaisées. Il écrivait pour un public grec dont les attentes narratives correspondaient au topo du tyran oriental impie. Enfin, 2 millénaires séparaient Hérodote de Khéops, laissant tout le loisir aux traditions orales de se transformer et de s'amplifier. Malgré ces limitations, certaines informations d'Hérodote restent plausibles, notamment sa description de la chaussée et du temple funéraire dont des traces archéologiques ont été retrouvées. Son estimation de 10 ans pour la chaussée et 20 pour la pyramide est jugée cohérente avec les capacités logistiques attestées de la 4e dynastie. Manéthon est une source encore plus problématique. Ce prêtre égyptien de l'époque ptolémaïque, soit environ 2300 ans après Khéops, rédigea en grec une histoire de l'Égypte dont l'original est entièrement perdu. Ce que nous en connaissons provient uniquement de citations partielles chez des auteurs ultérieurs, notamment Jules l'Africain et Eusèbe de Césarée. Cette double médiation rend toute utilisation de ces données extrêmement délicate. Manéthon attribue à Khéops un règne de 63 ans et le décrit en termes négatifs, impie, arrogant. Ces informations sont difficiles à concilier avec les données archéologiques qui suggèrent un règne de 20 à 27 ans. Le canon royal de Turin, papyrus datant du règne de Ramsès II, environ 1300 ans après Khéops, fournit une liste royale relativement fiable mais partiellement endommagée pour la 4e dynastie. La liste royale d'Abydos, gravée sous Séti Ier vers 1280 avant notre ère, présente la séquence des cartouches royaux incluant Khéops, sans aucun commentaire biographique. Les sources coptes et arabes médiévales, rédigées plus de 3000 ans après le règne de Khéops, mêlent éléments historiques, légendaires et allégoriques dans des proportions impossibles à démêler avec certitude. Leur valeur historique est encore plus limitée que celle des sources grecques.
La confrontation entre ces différentes sources révèle une image fragmentée et souvent contradictoire. Les sources les plus proches du règne, papyrus de Mérer, inscriptions administratives de Gizeh, présentent Khéops comme le destinataire d'un programme de construction organisé et efficace, sans commentaire moral particulier. Les sources tardives, Hérodote, Manéthon, le présentent comme un tyran impie, une image reflétant davantage les représentations culturelles de périodes ultérieures que la réalité historique. Cette dichotomie entre sources contemporaines neutres et sources tardives négatives est un phénomène connu. Les grands bâtisseurs qui mobilisent massivement les ressources de l'État sont souvent réinterprétés dans la mémoire collective postérieure comme des oppresseurs, quelle que soit la réalité de leur gouvernement. En 1903, lors de fouilles menées à Abydos, l'archéologue britannique Flinders Petrie fit une découverte extraordinaire par sa signification autant que par sa modestie matérielle. Dans les décombres d'un temple consacré à Osiris, une petite figurine d'ivoire fut exhumée en 2 fragments séparés. Assemblés, ils révélèrent une statuette de seulement 7,5 cm, représentant un homme assis sur un trône, portant la couronne rouge de Basse-Égypte. Sur le côté du trône, un cartouche gravé portait le nom de Khéops. Cette statuette, conservée au musée égyptien du Caire, constitue la seule représentation tridimensionnelle identifiée avec certitude comme une image du pharaon. Son importance est donc considérable. Elle est à ce jour le seul visage que nous puissions attribuer avec une certaine confiance au bâtisseur présumé de la plus grande structure en pierre jamais construite. La statuette fut trouvée en 2 morceaux, le corps intact, la tête séparée. Petrie interrompit les fouilles pendant plusieurs semaines et employa des ouvriers supplémentaires pour tamiser méticuleusement la terre alentour jusqu'à retrouver la tête manquante. La fracture semble ancienne, probablement due à des dommages accidentels durant l'Antiquité. Les traits du visage représentés peuvent-ils être considérés comme un portrait réaliste ou s'agit-il d'une représentation idéalisée conforme au canon de la 4e dynastie? La question du portrait dans l'art égyptien est complexe. Contrairement à l'art grec ou romain, l'art égyptien ancien suit des conventions formelles fortes qui privilégient la représentation du statut et des attributs royaux plutôt que la ressemblance physique stricte. Cela dit, l'art de la 4e dynastie présente certaines des représentations royales les plus individualisées de toute l'histoire égyptienne. La statue de Khéphren en diorite et les statues de Mykérinos présentent des traits suffisamment distincts pour suggérer une tentative de caractérisation individuelle. La comparaison stylistique de la statuette avec d'autres œuvres de la 4e dynastie est délicate. Sa petite taille et son matériau, l'ivoire probablement d'hippopotame, la distinguent dans des grandes statues royales en pierre. Les figurines d'osseux de cette dimension sont plus typiques des périodes prédynastiques et des premières dynasties. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient avoir été produites dans une tradition artisanale différente des ateliers royaux officiels, peut-être comme un objet votif ou cultuel. La provenance exacte dans le temple d'Abydos est également significative. Abydos était un lieu de pèlerinage et de culte royal depuis les premières dynasties. Des pharaons de nombreuses périodes y établirent des stèles commémoratives pour s'associer au culte d'Osiris. La statuette a donc pu être déposée non pas durant le règne de Khéops lui-même, mais lors d'une période ultérieure dans le cadre d'un culte royal commémoratif. Un contraste frappant s'impose. Comment expliquer que la seule image certaine de Khéops soit une figurine de moins de 8 cm, alors que ce souverain aurait commandé une pyramide de 146 mètres? Cette disproportion peut s'expliquer par la survie sélective des objets archéologiques. De grandes statues royales ont pu être détruites ou enfouies dans des contextes non encore fouillés. Les fouilles du temple funéraire de Khéops n'ont pas livré de grandes statues comparables à celles de Khéphren ou Mykérinos, mais leur absence ne prouve pas leur inexistence originelle. Une autre explication propose que la pyramide elle-même était la forme primaire d'expression de la présence royale, une présence monumentale et impersonnelle n'exigeant pas de représentation figurative à la même échelle. Avant 1903, certains chercheurs remettaient en question l'existence historique de Khéops comme personnage individuel distinct. La statuette, avec son cartouche clairement lisible, a fourni une confirmation matérielle de l'existence d'un individu portant ce nom royal, sans pour autant résoudre les questions sur ses actions spécifiques ou sa relation directe avec la Grande Pyramide. La Grande Pyramide de Gizeh n'est pas un monument isolé.
Elle s'inscrit dans un complexe architectural étendu comprenant 3 pyramides satellites, un temple funéraire, une chaussée processionnelle, un temple de la vallée, des fosses à bateaux et un quartier de mastaba appartenant à des membres de la famille royale et à des hauts fonctionnaires. L'analyse de ce complexe dans son ensemble est indispensable pour comprendre l'idéologie royale de la quatrième dynastie. Les 3 pyramides satellites situées à l'est de la Grande Pyramide témoignent d'un programme funéraire élaboré. La plus grande est généralement attribuée à la reine Hétéphérès Ière, mère de Khéops, bien que son nom n'y soit pas attesté par des inscriptions in situ. Les 2 autres sont attribuées à des épouses secondaires de Khéops. Ces attributions reposent sur la logique de l'emplacement et sur des parallèles avec d'autres complexes pyramidaux de la quatrième et de la cinquième dynastie. La tombe de la reine Hétéphérès Ière mérite une attention particulière. En 1925, le photographe de l'équipe d'Harvard-Boston découvrit accidentellement un puits funéraire profond de 30 mètres, dissimulé sous le plateau. Au fond se trouvait une chambre funéraire contenant le mobilier intact d'une reine de la quatrième dynastie, objets en or massif, bois doré, albâtre et cuivre, d'une qualité technique et artistique exceptionnelle. Le sarcophage en albâtre était malheureusement vide. La momie avait disparu à une époque indéterminée. Ce mobilier funéraire fournit des informations précieuses sur la sophistication des ateliers royaux sous la quatrième dynastie, témoignant d'une tradition artisanale développée qui se perfectionnait progressivement depuis les premières dynasties. La disposition des mastabas, des halls à fonctionnaires, reflète une organisation sociale caractéristique de la quatrième dynastie. Ces tombes, alignées en rangées régulières à l'est et à l'ouest de la Grande Pyramide, appartiennent à des princes royaux, des vizirs et des membres de l'élite administrative. Leur proximité avec la pyramide royale reflète une conception selon laquelle la mort continuait de reproduire les hiérarchies de la vie. La distribution selon un plan orthogonal, avec des rues larges et régulières séparant les rangées de tombes, révèle une planification centralisée attribuant à chaque fonctionnaire un emplacement défini en fonction de son rang. Le temple funéraire de Khéops, situé immédiatement à l'est de la pyramide, est connu principalement par ses fondations et quelques blocs de basalte. Contrairement au temple funéraire de Képhren et de Mykérinos, relativement bien conservé, celui de Khéops a été presque entièrement démoli dans l'Antiquité, limitant considérablement notre compréhension de la configuration originale du culte funéraire royal. La fonction du temple de la vallée dans le rituel funéraire est relativement bien comprise grâce aux exemples mieux conservés de Képhren. Il servait de point de réception du corps royal, lieu des premiers rites de purification. La chaussée permettait ensuite le transport jusqu'au temple funéraire où les rites principaux étaient accomplis. Cette chaîne architecturale constituait un continuum rituel cohérent reflétant la conception égyptienne du passage entre la vie et l'au-delà. L'idéologie royale de la quatrième dynastie, telle qu'elle s'exprime dans ce complexe, est distincte des périodes précédentes et suivantes. La troisième dynastie développa une iconographie funéraire élaborée avec des espaces rituels intérieurs complexes. La cinquième et la sixième dynastie verront l'introduction des textes des pyramides. La quatrième dynastie se caractérise par une expression monumentale pure et dépouillée de tout texte, des masses de pierres colossales sans inscription significative, exprimant une puissance divine impersonnelle et écrasante. Cette forme reflète peut-être une conception spécifique de la divinité royale, le pharaon comme manifestation divine directe, dont la présence monumentalisée suffit à établir sa nature divine sans qu'une articulation textuelle soit nécessaire. La question du maintien du culte funéraire après la mort est également significative. Les temples funéraires avaient été théoriquement dotés de ressources permanentes pour assurer la continuation des offrandes. Des documents ultérieurs attestent l'existence de prêtrises funéraires pour Khéops, maintenues pendant plusieurs siècles après sa mort, confirmant que Khéops restait présent dans la mémoire institutionnelle égyptienne bien au-delà de son règne, même si les traditions orales transmises à Hérodote 2000 ans plus tard avaient en transformé son image en quelque chose de méconnaissable. En mai 1954, lors de travaux de dégagement sur le côté sud de la Grande Pyramide, un ouvrier frappa un bloc de calcaire qui rendit un son creux. L'inspection révéla une longue fosse rectangulaire hermétiquement scellée par 41 blocs de calcaire, certains pesant plus de 16 tonnes. À l'intérieur, les archéologues découvrirent plus de 1200 pièces de bois de cèdre démontées et soigneusement empilées.
Après plusieurs années de restauration minutieuse, ces pièces furent reconstituées pour former une embarcation de 43 mètres, l'une des plus anciennes barques en bois jamais retrouvées à l'état intact, aujourd'hui connue sous le nom de barque solaire de Khéops. Cette découverte représente un apport majeur non seulement pour l'archéologie nautique, mais aussi pour la compréhension de la religion royale de la quatrième dynastie. La barque est exposée depuis 1982 dans un musée construit directement sur le site de sa fosse, à quelques mètres de la face sud de la pyramide. Une seconde fosse, identifiée à la même époque, ne fut pas ouverte immédiatement. Des investigations préliminaires confirmèrent le nombre la présence d'une seconde embarcation, dont les fouilles ne débutèrent non sérieusement qu'au début des années 2010. La technique de construction est remarquable. Elle utilise une méthode dite de coque cousue. Les planches en bois de cèdre sont assemblées sans clous métalliques, reliées par des cordes de jonc ou de papyrus passant à travers des mortaises. L'ensemble est rendu étanche par des matériaux organiques. Cette technique est connue dans d'autres contextes maritimes archaïques, notamment dans la tradition nautique de l'océan Indien. La barque possède une proue et une poupe recourbées vers le haut, caractéristiques du style nilotique de l'Ancien Empire. Dépourvue de mât, de voile et de gouvernail, sa conception suggère une embarcation de cérémonie plutôt qu'une embarcation de navigation longue distance. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur la fonction de ces barques. La première est celle de la barque funéraire utilisée pour transporter le corps du pharaon de Memphis jusqu'à Gizeh. Des analyses de la barque de 1954 ont révélé la présence de matières organiques indiquant une utilisation effective avant enfouissement. La deuxième hypothèse est celle de la barque solaire, destinée à permettre au pharaon défunt de naviguer avec le dieu Ré dans sa traversée céleste diurne et nocturne. Dans la cosmologie égyptienne, le soleil naviguait dans une barque céleste. Le pharaon défunt, assimilé à Osiris, était censé rejoindre Ré dans cette navigation. Cette interprétation est cohérente avec la théologie solaire caractérisant la quatrième et la cinquième dynastie. Une troisième hypothèse, non exclusive, propose une fonction rituelle lors des cérémonies funéraires elles-mêmes pour le transport des statues royales ou des objets du culte. Le bois de cèdre utilisé est une essence originaire du Liban et de la Syrie côtière. Elle ne pousse pas en Égypte. Sa présence implique un commerce à longue distance avec le Levant, attesté par des papyrus et des inscriptions de l'Ancien Empire. Ces échanges impliquaient un système de relations diplomatiques et de réseaux marchands dont la sophistication est souvent sous-estimée dans les présentations populaires de l'Égypte ancienne. La conservation des barques pendant près de 4500 ans dans leurs fosses hermétiquement scellées est elle-même remarquable. Les conditions environnementales, température relativement stable, humidité réduite, absence d'oxygène en circulation, ont créé un milieu favorable à la préservation du bois organique sur des millénaires, illustrant la qualité de l'ingénierie de fermeture réalisée avec une précision suffisante pour maintenir l'étanchéité sur une durée extraordinaire. Le chantier de restauration de la première barque, conduit par Haj Ahmed Youssouf Mustapha entre 1957 et 1971, est un exemple remarquable de rigueur archéologique. Mustapha passa 14 ans à étudier les pièces, identifier leur disposition originale grâce aux traces d'usure et aux marques d'assemblage, et reconstituer l'embarcation en utilisant uniquement les techniques originales de cordage et de mortaise. La présence de deux barques de grande taille autour de la Grande Pyramide illustre l'ampleur du programme funéraire de Khéops. La pyramide elle-même n'était pas le seul élément de ce programme. Elle était entourée d'un ensemble cohérent de structures et d'objets rituels conçus pour assurer au pharaon défunt une vie dans l'au-delà conforme à sa dignité divine. Comprendre la Grande Pyramide uniquement comme un monument architectural, sans prendre en compte l'ensemble du complexe funéraire, conduit à une compréhension partielle et réductrice de sa signification originale. Les circonstances de la mort de Khéops sont aussi mal documentées que les détails de sa vie. Aucun texte contemporain de son règne ne décrit les conditions de sa mort ou les rites de ses funérailles. Ce que les historiens peuvent reconstituer provient essentiellement de l'examen des successions qui suivirent et de l'inférence à partir des pratiques funéraires royales documentées pour des périodes comparables. Selon la reconstitution généalogique la plus communément acceptée, Khéops aurait eu plusieurs enfants de différentes épouses. Kawab, considéré comme prince héritier désigné, mourut apparemment avant son père. Cette mort prématurée est un fait important.
Elle ouvrit la succession à d'autres candidats dont les prétentions pouvaient être contestées. Djedefre, successeur effectif de Khéops, n'était pas le fils de la reine principale, mais d'une épouse secondaire, ce qui impliquait une légitimité potentiellement moins évidente. La position de Djedefre dans la hiérarchie familiale reste sujette à débat. Une hypothèse suggère qu'il aurait épousé Étéphérès II, fille de Khéops et peut-être veuve de Kawab, renforçant ainsi sa légitimité dynastique par cette alliance matrimoniale, pratique attestée dans d'autres contextes de l'Égypte ancienne avec une fonction politique claire de consolidation du pouvoir. Djedefre régna pendant une période relativement courte, estimée entre 8 et 11 ans. Cette brièveté contraste avec la durée attribuée à son père et à son successeur Khéphren. Le choix de construire sa pyramide à Abu Rawatch plutôt que de poursuivre le programme de Gizeh reste l'un des faits les plus intrigants de cette succession. Une première explication pratique suggère que le plateau de Gizeh était déjà trop occupé. Une seconde, d'ordre politique, propose que Djedefre voulait marquer une rupture symbolique avec l'héritage de son père. Des traces de destruction délibérée de ces représentations ont été identifiées sur le site d'Abu Rawatch et sa pyramide fut laissée inachevée avant d'être progressivement démolie, suggérant une possible damnation de sa mémoire après sa mort. La transition entre Djedefre et Khéphren est documentée de manière lacunaire. Khéphren, un autre fils de Khéops, reprit le programme architectural de Gizeh, construisant sa pyramide immédiatement au sud de celle de son père. Cette reprise peut être interprétée comme une réaffirmation de la légitimité dynastique liée à Khéops et comme un rejet politique de l'héritage de Djedefre, une lecture cohérente avec l'hypothèse de tension dynastique, mais qui reste spéculative. Le règne de Khéphren, estimé à 26 ans, permit la construction de la deuxième grande pyramide et de ses structures annexes, dont le Grand Sphinx. L'attribution du Sphinx à Khéphren est généralement acceptée, basée sur la proximité avec son temple funéraire et des similarités stylistiques avec ses portraits connus, sans être définitivement prouvée par une inscription directe in situ. Après Khéphren, Mykérinos construisit la troisième grande pyramide, notablement plus petite. Cette réduction a été interprétée comme un indice de difficulté économique, un choix idéologique ou une décision pratique liée aux contraintes du règne. La fin de la 4e dynastie avec Shepseskaf représente une rupture plus nette encore. Ce pharaon choisit de ne pas construire de pyramide, mais un mastaba de grande taille à Saqqara, retour à une forme architecturale pré-pyramidale, pouvant refléter une crise de ressources ou une rupture idéologique avec le culte solaire ayant justifié la forme pyramidale. La 5e dynastie, donc qui succéda à la 4e, vit la montée en puissance des prêtres du dieu Ré d'Héliopoli et la construction de temples solaires en plus des pyramides. Cette dévolution est généralement interprétée comme un affaiblissement du pouvoir royal absolu caractéristique de la 4e dynastie au profit d'une puissance sacerdotale qui allait croître jusqu'aux crises de la première période intermédiaire. Dans cette perspective, le règne de Khéops peut être vu comme le sommet d'une forme particulière de monarchie divine, centralisée, personnelle et monumentale, qui ne se reproduirait jamais à la même échelle. La question de savoir où fut enterré Khéops reste formellement ouverte en raison de l'absence de momie. Si la pyramide fut pillée dans l'Antiquité, les restes du pharaon auraient été dispersés ou détruits à une date inconnue. Cette absence est, dans un certain sens, le symbole même de la problématique générale de l'étude de Khéops, un homme dont l'impact sur l'histoire humaine est colossal et dont la présence documentaire reste paradoxalement fragmentaire et lacunaire. L'héritage de Khéops dans l'histoire humaine est à la fois immense et paradoxal. Immense parce que la structure qu'il est censé avoir commandée reste, 4500 ans après sa construction, l'une des réalisations les plus admirées de toute l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie. Paradoxal parce que la figure historique de Khéops lui-même est restée remarquablement obscure tout au long de la transmission de cet héritage. La pyramide a dominé l'horizon de Gizeh pendant des millénaires, mais son commanditaire n'a laissé qu'une trace documentaire étonnamment mince. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la Grande Pyramide figurait parmi les 7 merveilles du monde. Pour Hérodote, Strabon et Diodore de Sicile, elle était une curiosité monumentale dont l'échelle défiait l'imagination. Mais dans ces récits, Khéops n'est qu'un nom attaché à la structure, sans profondeur biographique réelle. Dans la tradition islamique médiévale, la Grande Pyramide fut réinterprétée dans un cadre ésotérique différent.
Des textes arabes attribuèrent sa construction à des rois légendaires antédiluviens ou l'identifièrent avec Enoch, le patriarche biblique, ou avec Hermès Trismégiste. Ces identifications sont sans fondement historique mais illustrent la puissance symbolique de la pyramide comme support de projection culturelle variée. À la Renaissance européenne, l'intérêt pour l'Égypte s'inscrivit dans un cadre hermétique et néoplatonicien, intégrant la pyramide dans des spéculations sur une sagesse primordiale. Cette perspective influença profondément le développement de la franc-maçonnerie spéculative au XVIIIe siècle, transformant la pyramide en symbole universel de connaissances secrètes, indépendamment de toute réalité historique sur Khéops. L'expédition napoléonienne en Égypte de 1798 à 1801 marqua un tournant décisif. Les savants qui accompagnaient Antony Bonaparte produisirent la première documentation scientifique systématique des monuments égyptiens, publiée dans la monumentale Description de l'Égypte entre 1809 et 1828. Le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822 ouvrit ensuite l'accès direct aux textes de la civilisation pharaonique, initiant le développement de l'égyptologie comme discipline académique. Le XIXe siècle vit l'émergence de l'égyptologie académique avec Lepsius, Maspero et Petrie, qui posèrent les bases de la discipline en combinant fouilles archéologiques, analyse philologique et études comparatives des monuments. Ces travaux permirent de situer Khéops dans un cadre historique rigoureux et de reconnaître les limites de la tradition hérodotéenne. Le XXe siècle apporta des avancées méthodologiques considérables. La datation au carbone 14, appliquée à des échantillons organiques prélevés sur et autour de la pyramide, confirma une date de construction cohérente avec la 4e dynastie. Les fouilles de la ville des ouvriers fournirent pour la première fois une image concrète de la vie quotidienne des travailleurs. La découverte des papyrus de Merer en 2013 constitua la plus importante avancée documentaire pour la compréhension du chantier de Gizeh. Paradoxalement, ces avancées scientifiques n'ont pas renforcé la notoriété de Khéops comme individu dans la culture populaire. La Grande Pyramide est souvent présentée dans l'imaginaire collectif comme un mystère sans solution, objet d'extrapolation pseudo-scientifique sur des technologies là perdues ou des interventions extraterrestres. Cette persistance des théories alternatives reflète une fascination profonde pour le monument, mais une désintégration progressive de la figure historique de son commanditaire. Qu'a effacé l'histoire ? Premièrement, les détails de la personnalité, des motivations et des croyances de Khéops. Deuxièmement, la mémoire des architectes, ingénieurs et contremaîtres, dont les noms ne sont connus que par quelques inscriptions fragmentaires. Troisièmement, la signification religieuse et cosmologique précise que la pyramide avait pour ses concepteurs. Quatrièmement, les raisons profondes pour lesquelles la 4e dynastie choisit de concentrer des ressources aussi colossales dans un programme architectural sans parallèle. Ce que l'histoire a retenu est la structure elle-même, sa présence physique, sa précision géométrique, sa longévité. La Grande Pyramide est le seul monument de la liste des 7 merveilles du monde antique à avoir survécu presque intact jusqu'à nos jours. Cette survie physique est paradoxalement ce qui rend Khéops à la fois célèbre et obscur. Son œuvre est partout présente, mais lui-même reste dans l'ombre de cette œuvre. L'enquête historique sur Khéops est en définitive une enquête sur les limites de la connaissance historique elle-même. Elle révèle jusqu'où la rigueur archéologique peut mener et où elle s'arrête face au silence des sources. La Grande Pyramide demeure un monument à la fois à la capacité humaine d'organisation collective et à la capacité du temps à effacer les individus derrière leurs œuvres. Khéops a construit pour l'éternité, et c'est son œuvre plus que sa mémoire qui a effectivement traversé les millénaires.